Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié au décret BAX. Je vais pouvoir lancer cette formation dédiée à cette nouvelle réglementation, le décret BAX. Alors, hop, avant de commencer, on va rapidement se présenter. Donc, je m'appelle Vianney Raskin, je suis le fondateur de Citron, une société qui s'est donnée comme mission d'accélérer la transition énergétique. Et je suis fier de vous présenter aussi deux personnes, deux collaborateurs qui aujourd'hui viennent vous parler de leur expertise technique. Bonjour, moi je suis Lionel Agif, responsable technique de la partie conseil, et donc j'assure un support technique et aussi la formation des équipes pour une présentation de qualité. Et Et, Mathieu. et Mathieu Giraud, moi je suis expert IoT chez Citron et je vais vous présenter toute la partie plateforme, la manière dont on remonte la donnée dans notre plateforme. Voilà, donc vous avez les deux têtes de pont techniques de Citron, l'une sur la partie digitale et l'autre sur la partie bâtiment et conseil. Alors, avant de commencer, un rapide petit rappel. Comme vous le savez, pour pouvoir poser vos questions, alors on a prévu un temps de questions suite à notre présentation. Utilisez pour poser vos questions l'onglet Q et R, le petit bouton Q et R qui est en bas de votre écran, et pas l'onglet Converser ou Discuter. Ça nous permettra de savoir, de regrouper toutes les questions et de pouvoir y répondre plus efficacement suite au webinaire. Alors, deux, trois mots sur Citron. Donc, Citron, c'est une société qui est spécialisée en efficacité énergétique des bâtiments. On accompagne les grandes entreprises, les grands patrimoines immobiliers à réduire leur consommation d'énergie à l'aide de deux outils. Le premier, c'est ce qu'on appelle un système de management de l'énergie, un SME, un logiciel accessible depuis un navigateur Internet qui va collecter toutes les données liées à l'énergie d'un patrimoine immobilier pour fournir à son utilisateur des outils de suivi, d'analyse et de gestion de déploiement d'actions de performance. L'autre jambe, l'autre arme de Citron pour pouvoir accélérer la transition énergétique, c'est ces ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique qui accompagnent nos clients, les utilisateurs de Citron, dans la détection de gaspillage énergétique, la mise en place d'actions de performance, et ça peut se faire à travers des prestations qui peuvent être ponctuelles, comme des audits énergétiques ou des prestations d'AMO, ou récurrentes, à travers de l'accompagnement, par exemple, au décret tertiaire, ou maintenant d'ailleurs au décret BAX. En quelques mots, Citron, c'est un peu plus de 160 salariés, c'est 12 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est 13 ans d'existence, avec un tiers de ses salariés côté tech et un tiers de ses salariés, un peu plus même d'ailleurs, côté client, donc pour accompagner nos clients dans l'accélération de leur transition énergétique. On travaille aujourd'hui avec les plus grands patrimoines immobiliers français. Alors ça peut être des collectivités territoriales comme les lycées de la région Île-de-France ou les bâtiments de la ville de Roubaix. Ça peut être des entreprises et le patrimoine immobilier de ces entreprises, comme Plifon, Efia, Lagardère, Autogrill, Lidl, Randstad, etc. Et enfin, ça peut être eh bien, les professionnels de l'immobilier et de l'exploitation de ces bâtiments. Alors, ça peut être des sociétés comme IDEX, Engie, ou des sociétés comme E7 ou des foncières, Quadral, etc. Alors, l'objet de notre réunion aujourd'hui, c'est le décret BAX. Le décret BAX, c'est une nouvelle réglementation qui vient comme une obligation de moyens suite au décret tertiaire qui, elle, était une obligation de résultat. Rappelez-vous, le décret tertiaire tenait comme contrainte déclarer vos consommations chaque année et diminuer vos consommations à horizon tous les 10 ans, avec des objectifs bien précis. Le décret BAX, lui, va être une obligation de moyens. Il vient dans la droite suite du décret tertiaire et il vient pour indiquer une obligation de déployer un système d'automatisation et de contrôle, donc un système de pilotage et de suivi des consommations des équipements techniques d'un bâtiment. BAX pour Building Automation and Control System, c'est donc un système d'automatisation et de contrôle, un système de pilotage et de suivi. Alors, la première question qu'on va pouvoir se poser, c'est qui est assujetti? Alors, sont assujettis les bâtiments qui ont une puissance nominale supérieure à 70 kW. Ça correspond globalement aux objectifs, à une surface de 1000 m² de bureau. Donc, c'est assez proche que les contraintes et les critères d'assujettissement du décret tertiaire, mais cette fois-ci très orienté sur la partie chauffage et climatisation, sur la production de chaud et de froid, éventuellement sur la ventilation aussi, c'est intègre aussi une production de chaud et de froid. Les sites qui ont plus de 290 kW, donc 3500 m², 4000 m² de bureaux. Alors évidemment, si vous avez un bâtiment d'un autre usage, ben, il faut adapter ça d'un point de vue surface, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Eux vont devoir mettre en place un système BAX, donc des systèmes de pilotage
et de suivi d'ici à la fin de l'année, avant le 1er janvier 2025. Faites attention à deux sujets quand on parle d'assujettissement au décret BACS. D'abord, il y a comment calculer sa puissance nominale et ensuite la notion de TRI supérieure à 10 ans. Alors d'abord, quand on parle de comment on calcule cette puissance nominale, il y a 3 cas de figure, mais globalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut additionner tous les éléments qui vont produire du chaud ou du froid dans votre bâtiment. Quand on parle de production de chaud ou de froid, on peut distinguer 3 cas. Le premier cas, ça va être quand on a un groupe froid ou une pompe à chaleur. Et bien là, on parle souvent d'équipements qui sont réversibles et du coup, on va être capable, il va falloir additionner les différents équipements, la puissance nominale des différents équipements, mais en ne considérant que la puissance du chaud ou du froid, en prenant la plus importante. Le deuxième cas, c'est évidemment les chaudières collectives. Les chaudières collectives, on en a souvent une ou deux, et ça arrive d'en avoir une de secours. Et ben on va additionner les puissances nominales des chaudières qui sont installées en cascade, sans compter évidemment la chaudière de secours qui n'a pas vocation à être allumée de manière générale. Et enfin, il y a le sujet des systèmes de chauffage décentralisés à effet Joule. Donc, on parle de radiateurs électriques, de convecteurs, de CTA. Eh ben, ces éléments-là doivent être additionnés. La puissance nominale de chacun des radiateurs doit être additionnée pour savoir quelle est la puissance d'assujettissement au décret BACS. Et donc là, on observera si c'est supérieur ou inférieur à 70 et 290 kW. Ensuite, il y a une notion de TRI à avoir en tête. Alors, la notion de TRI, il faut comprendre que un BACS a toujours un TRI inférieur à 10 ans. Par contre, il faudra paramétrer ce BACS de manière à ce qu'il fasse au moins 15% d'économie dans un maximum de TRI avec un TRI maximum de 10 ans. Ce qui pourra varier, c'est du coup l'étendue du BACS et la complexité du BACS qu'on pourra être amené à déployer dans un bâtiment. Ce que vous pouvez avoir en tête, c'est ce qui est présenté dans ce schéma, c'est que en fonction des usages, l'investissement est plus ou moins élevé et le gain permis est plus ou moins élevé. On ne va pas regarder usage par usage le TRI, on va le regarder dans son ensemble. Donc globalement, on aura toujours la possibilité de mettre, enfin l'obligation même de mettre un système BACS sur du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, etc. De temps en temps aussi sur de l'éclairage. Ça arrivera qu'on le fasse sur de l'eau chaude sanitaire en fonction de si le TRI global le permet. Mais l'idée, c'est de dire qu'on s'arrêtera à 10 ans et 15%. Déduction faite évidemment des aides financières comme les C2E. Alors une fois qu'on sait qu'on est assujetti, le BACS, lui, va devoir se déployer sur plus de systèmes que les systèmes dédiés à définir son assujettissement. On va devoir le déployer sur les systèmes que vous observez ici, le chauffage, la climatisation, la ventilation, le CVC, mais aussi la production d'énergie quand vous avez des panneaux solaires, l'éclairage et l'eau chaude sanitaire si le TRI le permet. Alors maintenant qu'on s'est dit ça, il faut savoir ce que c'est qu'un BACS. Eh bien, un BACS, au sens de la réglementation, au sens de ce décret, c'est une obligation à la fois terrain et logiciel. Vous avez 7 obligations qu'on va parcourir ensemble, 4 sur la partie terrain et 3 sur la partie logicielle. Si je résume rapidement la partie terrain, on peut dire que ça correspond à déployer un outil de pilotage, par exemple une GTB, par exemple des horloges, des automates, etc. Et sur la partie logicielle, si je le résume, ça revient à avoir un système de management de l'énergie adapté à recevoir les données du terrain et à les mettre en forme d'une manière bien précise. Alors, la première de ces 7 obligations, elle est logicielle et elle correspond, pour citer la réglementation, à situer l'efficacité énergétique d'un bâtiment par rapport à des valeurs de référence. Situer l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, ça revient du coup à structurer sa base patrimoniale. Il va falloir être capable de faire une indentation patrimoniale pour pouvoir être capable d'avoir des fiches techniques par bâtiment et par équipement. Pour pouvoir comparer, par exemple, la puissance nominale et la consommation théorique d'un équipement à la valeur de référence. La valeur de référence, la réglementation nous indique qu'elle peut être issue soit d'un audit énergétique, soit des caractéristiques constructeurs proposées par vos fournisseurs. Donc ça, c'est une obligation logicielle. La deuxième obligation, on va encore une fois citer la réglementation, elle revient à suivre, enregistrer et analyser en continu, par zone fonctionnelle et à un pas de temps horaire, les données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques du bâtiment. Là, on apprend quelque chose qui est quand même fondamental, c'est que est introduit une obligation de sous-comptage, non seulement par zone, mais aussi par usage. C'est-à-dire que ce qu'on entend par zone fonctionnelle, par exemple dans un bâtiment de bureau, ça va être de séparer la partie bureau
de la partie restauration d'entreprise, de la partie parking, de la partie crèche, etc., etc. Vous allez prendre toutes les zones qui ont des usages énergétiques un peu spécifiques, un peu comme, enfin, complètement comme dans le décret tertiaire, et le séparer. Vous allez devoir faire du sous-comptage par zone fonctionnelle. C'est la première fois que l'obligation de sous-comptage est évoquée. Et ensuite, vous allez avoir une obligation de sous-comptage aussi par système technique, c'est-à-dire que vous allez devoir être capable d'isoler la consommation de l'éclairage, de la consommation du chauffage, de la consommation de la ventilation, etc., etc., sur tous les systèmes assujettis au décret BAX. Donc, c'est également une obligation qui est logicielle de collecter ces données-là, de les suivre, donc, il faut avoir un outil, un tableau de bord de suivi, de les enregistrer et d'avoir des outils d'analyse pour les analyser en continu. Alors, quelques précisions à avoir en tête. Il faut pouvoir suivre ces données au pas de temps horaire. Il faut aussi être capable de les conserver pendant 5 ans sur une échelle mensuelle. Troisième et dernière obligation logicielle, il faut détecter les pertes d'efficacité énergétique des systèmes techniques et en informer l'exploitant du bâtiment. Alors là, c'est aussi la première fois qu'est introduite une notion d'obligation de partage de l'information avec des prestataires. Vous allez devoir partager toutes les pertes d'efficacité, enfin être équipé d'un outil qui permet de détecter les pertes d'efficacité et de les partager avec vos exploitants. Si je vous donne un exemple très concret, quand vous avez une consommation énergétique trop importante, par exemple liée au chauffage, parce que vous voyez que vous avez un écart entre la température de sortie de votre chaudière et une incohérence avec la température ressentie, la température d'ambiance dans les locaux, eh bien, vous détectez comme ça une perte d'efficacité qui a un impact sur la consommation d'énergie. Il faudra, et c'est même assez brillant, c'est même assez intelligent, la partager avec l'exploitant pour que lui puisse après, derrière, intervenir ou vous proposer une intervention pour résoudre la situation. Donc, ça nécessite aussi des éléments de confidentialité, d'RGPD, etc. Vous allez partager de l'information avec des sociétés tierces et il faut donc être capable d'avoir un outil qui rend possible le partage de patrimoine. Et pour vos exploitants, enfin Citron en tout cas a pensé son outil de manière à ce que les exploitants avec lesquels on est amené à travailler puissent avoir 100% de leurs clients sur un même interface. Et ensuite, il y a les obligations terrain. Les obligations terrain, finalement, il y en a une principale à retenir et les trois coulent assez de source. Celle à retenir, c'est celle-ci, c'est l'obligation de pilotage. Les bâtiments à usage tertiaire neufs ou existants sont équipés, lorsque c'est techniquement et économiquement réalisable, toujours la notion de TRI de 10 ans, d'un système d'automatisation et de contrôle du bâtiment. Alors la première chose auquel on peut penser, c'est un système GTB. Mais au final, un système BAX, à différencier du décret BAX, un système BAX, c'est codifié par une norme qui est la 52-120. Alors pour les curieux, je vous invite à la télécharger. Vous allez voir, c'est un petit peu complexe, mais qui simplifie un peu son sujet en disant qu'il y a 4 classes de BAX, A, B, C, D, et ils exigent dans le cadre du décret BAX d'avoir au minimum un BAX de classe C, accompagné des obligations logicielles qui se traduisent par avoir un SME. Ayez en tête à ce sujet-là que d'ici à la fin du mois de juin, vous avez une fiche chez 2E qui est bonifiée sur le déploiement de cette partie-là de la réglementation. Alors, ce système, il doit être interopérable pour des raisons assez évidentes de changement de prestataire. C'est pas parce que vous déployez certains matériels et certains logiciels qu'il faut être dépendant du matériel et des logiciels. Donc, il faut que vous puissiez garder un logiciel et changer le matériel et vice-versa. Donc, il y a des interopérabilités techniques qui sont prévues. C'est un petit peu plus complexe, mais gardez en tête que aujourd'hui, toutes les solutions proposées sur le marché, quasiment, sont interopérables. Il va falloir, pour des raisons évidentes de sécurité, pouvoir être autonome de ce système BAX. Imaginez que vous êtes dans les escaliers parce que vous rentrez tard du travail et que la lumière se coupe. Bah, il faut globalement pouvoir rallumer la lumière pour ne pas vous casser la figure. J'en ai plein d'exemples comme ça. Et la dernière obligation, on ne va pas s'en occuper beaucoup pour le moment, puisqu'elle interviendra 5 ans après la mise en place du premier BAX, puis tous les 2 ans. C'est l'obligation de faire une inspection de ce système qui sera déployé pour une raison assez évidente, c'est qu'un bâtiment, comme vous le savez, sa vie, ça se modifie et les systèmes qui le composent aussi, il faudra les reparamétrer, les remettre en place, les reparamétrer parce qu'ils auront pu être déparamétrés, entre guillemets, ou tous pour des raisons
potentiellement logique, hein. Et aussi tout simplement parce que le bâtiment peut évoluer, ses besoins peuvent évoluer et du coup ça nécessite de mettre à jour les systèmes. Voilà, si je résume ce que c'est que le décret BACS avant de passer la main à mes collègues qui en savent bien plus que moi sur le sujet, c'est un BACS au sens de la réglementation, c'est un système BACS de classe C au sens de la norme 52-120, plus un système de management de l'énergie qui reprend les 3 fonctionnalités ou les 3 capacités citées tout à l'heure. Sans moi, pardon. Je reprends encore un peu la parole pour vous dire, pour vous donner d'un point de vue macroscopique ce qu'il faut faire pour répondre au décret BACS. Et ben globalement, la première étape, ça va être de se poser la question où je suis assujetti. Pour pouvoir faire ça, il va falloir faire un état des lieux techniques. Alors, ça va passer à travers des questionnaires techniques, ça va passer à travers des visites techniques, des échanges entre les personnes qui sont sur site, les exploitants et un expert, typiquement comme Lionel et ses équipes, pour pouvoir savoir, pour pouvoir identifier déjà si on est assujetti, mais aussi en fonction de ce qu'on observe sur site et en fonction des calculs de TRI, mais aussi pour identifier l'écart entre ce que vous avez déjà installé sur site, qu'il faut réutiliser pour des raisons à la fois économiques et environnementales, mais par rapport à l'obligation réglementaire. Donc il va falloir observer l'écart par rapport à la réglementation bâtiment par bâtiment. Et ensuite, on pourra du coup vous proposer différents scénarios de déploiement de BACS avec ou sans Z en fonction de si vous allez plus ou moins loin sur le sujet. En parallèle de ça, on va pouvoir déployer du coup une base patrimoniale et un logiciel qui va vous permettre d'avoir une vision macroscopique de vos équipements et de vos consommations énergétiques. Donc, c'est un jumeau numérique de votre patrimoine, des équipements techniques qui s'y trouvent et des consommations à l'échelle globale du site, enfin des bâtiments. En parallèle de ça, on pourra installer les différents équipements pour pouvoir qu'on aura observé dans l'étude préliminaire comme étant nécessaires pour répondre à la réglementation. Ces équipements, on aurait pu mettre un 6e point, qu'on viendra connecter à la plateforme qu'on aura déployée en étape 4 pour permettre du coup d'avoir un BACS au sens de la réglementation totalement conforme. Alors, on a vu que la réglementation BACS, je vais me centrer un petit peu, donc se décline en 2 paquets d'obligations, les obligations terrain et les obligations logicielles. Et moi, je vais vous faire le focus sur la partie terrain. Donc, la première étape consiste à savoir quoi faire, comment et pourquoi. Ça, c'est l'objectif du plan de comptage. Donc, c'est la partie contrôle du BACS et du plan de pilotage, c'est la partie automatisme du BACS. Donc, notre méthodologie se décline en 6 points. Donc, le premier, c'est confirmer l'assujettissement d'un point de vue technique, l'histoire des puissances, estimer l'enveloppe budgétaire compatible avec le BACS à déployer, sélectionner en justifiant les systèmes techniques pour ce BACS, déterminer un plan de comptage optimal, dresser un état des lieux du plan de pilotage, c'est-à-dire des différentes régulations, et les mettre à niveau le cas échéant pour satisfaire à la réglementation. Donc, pour confirmer l'assujettissement, on l'a déjà un peu évoqué, mais je vais le reprendre un peu dans le détail. Ce qu'on doit faire, on va lister donc les différents systèmes de chauffage et de climatisation, uniquement ces systèmes-là pour l'assujettissement. On va regarder pour chaque système la puissance des équipements de production. On ne regarde pas les équipements qui consomment la chaleur, mais bien ceux qui produisent. On prend la puissance maximale entre la puissance calorifique et frigorifique. On somme la puissance des différents équipements par système et on regarde si la puissance d'un système dépasse les seuils fatidiques de 290 kW pour un assujettissement en 2025 ou de 70 kW pour un assujettissement en 2027. Alors, on a regardé l'assujettissement technique, il faut aussi considérer l'exemption économique, c'est-à-dire ce TRI maximal de 10 ans. Comme l'a dit Vianney, il y a probablement toujours un BACS qui satisfait ce TRI. Donc la question est moins de savoir si oui ou non je peux déployer un BACS, de savoir quel BACS je peux déployer avec cette enveloppe budgétaire maximale. Donc on va reprendre la méthodologie qui est décrite dans l'annexe 1 de l'arrêté. Et donc on collecte les factures des 2 dernières années, donc les factures énergétiques. On multiplie ça par 10 ans et par un gain théorique de 15%. C'est ce gain qui est attendu en général, et donc ce gain par défaut, pour la mise en place d'un BACS. Et donc, ça nous permet de déterminer un ordre de grandeur. Cet ordre de grandeur, c'est l'enveloppe du BACS à déployer. Et donc, tout de suite, on a une idée de quel type de BACS je vais pouvoir mettre en place. Est-ce que c'est plutôt un BACS light
ou plutôt un BAX un peu plus complet. Et ça va dépendre après de la finesse du plan de pilotage ou des régulations que je vais adopter. Une fois qu'on a déterminé l'enveloppe budgétaire, c'est savoir comment je vais répartir ces investissements de la manière la plus pertinente possible. Pour cela, on va lister, l'ingénieur énergétique va lister les différents systèmes techniques du bâtiment et estimer leur consommation énergétique. Donc tous les systèmes, cette fois, pas uniquement chauffage et climatisation. Bien sûr, on ne va pas estimer la partie activité. On reste sur les systèmes intégrés au bâti. Pour chaque système, on va évaluer, donc en fonction de la méthodologie proposée précédemment, l'investissement envisageable sous réserve de TRI pour la partie comptage et pour la partie pilotage. Donc, on précise effectivement, pour un bâtiment existant, l'investissement se fait, l'intégration d'un système se fait en regardant son TRI à chaque fois. Et donc, une fois qu'on a déterminer ça, ce qu'on constate aussi sur place, c'est la complexité ou non de l'intégration de ce système technique. Donc, si on va regarder, donc la complexité de l'intégration est évaluée en fonction soit des contraintes d'installation, soit finalement de l'étendue de ce système. Par exemple, des éclairages, ça peut être simple à intégrer, mais comme on doit multiplier les automatismes pour piloter l'ensemble, ça peut devenir coûteux. Et donc, pour chaque système, on va déterminer un go, un no et un no-go pour savoir si oui ou non on va l'intégrer au système de comptage ou de pilotage. Maintenant qu'on a les différentes enveloppes, la question est donc de décrire opérationnellement tout ça. Donc, première étape, le plan de comptage. On va construire une architecture de comptage qui consiste à déterminer les compteurs existants qu'on souhaite remonter, ceux qu'on souhaite ajouter et ceux qu'on souhaite remplacer parce qu'ils ne sont peut-être pas nativement communicants. On va essayer d'avoir la granularité par usage et par zone la plus fine possible, mais on a toujours en mémoire deux contraintes, la contrainte économique du Thierry de 10 ans et des contraintes techniques. Donc finalement, on va regarder les installations, comment elles sont faites. Parfois, ça va être compliqué d'ajouter la finesse de comptage qu'on a usuellement escomptée. Ensuite, une fois que le partie de comptage est faite, donc on va les chiffrer, bien sûr, les compteurs qu'on va rajouter, on va se poser aussi la question de savoir si on ne peut pas rajouter quelques IoT pour éviter des dérives d'un point de vue confort. Donc ça, c'est le point de vue sobriété énergétique. C'est aussi un des leviers donc pour faire des économies d'énergie. Et pour vérifier cette sobriété, quelques sondes IoT permettent de vérifier tout ça assez rapidement. Et enfin, pour compléter la partie comptage, on peut remonter certaines informations techniques des caractéristiques donc des principaux systèmes techniques, ceux qui sont les plus critiques. Sur la partie pilotage, on va dresser un état des lieux en suivant donc, la norme 50220, cette norme donc, qui classifie les régulations de D à A. Pour ça, on va reprendre chaque système et on va regarder les différentes fonctionnalités. Donc, on prend la fonctionnalité en question, on va regarder le niveau par rapport à cette norme. Donc, il y a des niveaux basiques et puis des niveaux plus complexes. En fonction de ce niveau, il y aura une codification, une lettre, une note qui va être donnée. Donc, de D à AA. Ensuite, pour on va regarder l'évaluation, la note du système, c'est la note minimale de toutes les fonctionnalités. Et la note du bâtiment, c'est la note minimale de tous les systèmes. Avec une réserve quand même qui est de taille, c'est que si une fonctionnalité ou un système a un impact énergétique faible, et c'est par la norme jugée à 5%, on ne l'évalue pas. C'est-à-dire un système qui serait D, mais dont l'impact énergétique est inférieur à 5%, ne va pas dégrader la note globale. Et ça, c'est important à considérer. Enfin, on met à jour le niveau, donc le plan de pilotage. Et ça ressemble à un audit classique, c'est-à-dire on va décrire les différents axes d'amélioration qu'on envisage. Donc, cette fois, en se centrant sur la partie régulation. On va estimer le gain potentiel. On va évaluer le matériel qu'on doit installer et on déterminera le coût d'investissement qui est lié à cela. Et donc maintenant, arrivé à ce stade-là, on a la stratégie et la tactique pour tout ce qui est terrain. Reste à intégrer tout ça et à remonter ces informations à la suite du déploiement sur une plateforme. Et je vais laisser la main à mon collègue Mathieu.
Et bonjour à tous. Alors, du coup, pour la partie plateforme, l'idée, c'est de vous faire un petit récap des différentes obligations qui sont associées et puis pouvoir derrière vous détailler les fonctionnalités. Voilà, donc les obligations logicielles pour les resituer. Donc, première obligation, c'est il va falloir structurer une base patrimoniale pour pouvoir situer les consommations des bâtiments ou des équipements par rapport à des valeurs de référence. Donc ça, c'est un des premiers aspects qui est nécessaire et qui est intégré dans la plateforme Citron. Deuxième aspect, c'est le sous-comptage par zone fonctionnelle. Donc le deuxième point, c'est le sous-comptage par zone fonctionnelle. Donc, sous-comptage par zone fonctionnelle, c'est au pas horaire, pouvoir enregistrer les différentes données de comptage des équipements techniques. Et le dernier aspect, c'est de pouvoir partager les informations. C'est bien de pouvoir visualiser les différents tableaux de bord, mais c'est important de pouvoir détecter des dérives et le partager aux différents exploitants ou parties prenantes du bâtiment. Donc ça, l'idée, c'est de vous montrer pour chaque fonctionnalité comment la plateforme Citron répond et donc de vous le détailler. Donc, premier point, pour structurer une base patrimoniale, l'idée, c'est qu'on va décrire tout le patrimoine avec les différents sites, les bâtiments et les zones fonctionnelles. Et donc, pour ça, il faut pouvoir personnaliser le patrimoine, le rendu, et pouvoir créer les différents bâtiments et zones fonctionnelles. Donc, ça, c'est le premier aspect qui sera important. Le deuxième aspect important, c'est de pouvoir créer les différents équipements. Donc, on va créer les systèmes techniques, par exemple les chaudières, les centrales de traitement d'air. Tous ces éléments-là, ils vont être créés dans le référentiel. Et ça sera possible de définir des propriétés associées à chaque équipement pour, par exemple, recenser les puissances de ces équipements. Ça, on va également le créer dans la plateforme pour avoir une vue d'ensemble des équipements du patrimoine. Le point suivant, c'est tous les compteurs, tous les sous-compteurs qui vont être remontés et qui vont être affichés dans les dashboards. Donc, on va les créer dans la plateforme. Et pour chaque compteur, on va définir le type, l'usage, pour pouvoir faire le lien avec les différents usages qui doivent être suivis dans le cadre du décret PAX. Et également des informations plus avancées comme une localisation ou un niveau dans le plan de comptage. Donc ça, ces éléments-là, ça sera à créer dans le système de management de l'énergie pour répondre. Et le point important derrière, c'est l'affichage des différentes informations. Donc ça, je vais basculer sur la plateforme pour vous montrer le rendu. Tac. Hop. Si vous voyez bien mon écran. Hop. Donc, sur cette partie-là, l'idée, c'est de pouvoir avoir un dashboard sur lequel vous pouvez visualiser les consommations au pas horaire. Donc, ça, c'est le point important qui est imposé par le décret BAX. Et donc, pouvoir, là, par exemple, sur une zone fonctionnelle, afficher les consommations qui sont relevées les différents jours de la semaine, les différents horaires. Et donc, là-dessus, vous avez, par exemple, un compteur général. Mais l'intérêt du décret BAX, c'est surtout de pouvoir aller dans le sous-comptage et pouvoir afficher pareil, peut-être zoomer sur un usage en particulier. Et sur cet usage-là, pouvoir afficher ce qui se passe aussi heure par heure. Là, je prends un exemple sur du chauffage ou sur un bâtiment, on voit la relance de chauffage en début de semaine et on peut aller zoomer sur un des compteurs qui consomme le plus. Et là, on a un intérêt pour aller constater que, par exemple, sur le week-end, on a des consommations résiduelles. Donc, tout l'intérêt du décret BAX, ça va être de pouvoir détecter ces consommations anormales et pouvoir derrière informer l'exploitant pour qu'il puisse vérifier les réglages, par exemple, de la climatisation du chauffage. Donc ça, l'idée, c'est d'avoir ces dashboards-là qui puissent derrière être simples à comprendre pour toutes les parties prenantes et pouvoir avoir des informations, pouvoir savoir la répartition de consommation des différents usages, pouvoir voir ce qui se passe en horaire de nuit, par exemple, pouvoir analyser si je sélectionne les horaires de nuit, voir les usages qui sont les plus consommateurs et pouvoir, pareil, détecter des problèmes. Voilà, ça c'est pour la partie dashboard. Donc, dans le cadre du décret BAX, donc, il va falloir mettre en place le sous-comptage, remonter les données et pouvoir les afficher au pas horaire. Donc ça, c'est un des points importants au niveau logiciel. Le point suivant, c'est
les outils d'analyse et d'alerte. Donc, vous avez vu, on a les différentes données qui sont affichées. Le point qui va être important, c'est de pouvoir automatiquement détecter des dérives, détecter des consommations anormales. Et donc pour ça, dans la plateforme Citron, on a un module qui permet d'aller définir différents critères qui vont déclencher l'alerte et pouvoir simuler le comportement et les alarmes qui vont être déclenchées. Ça, par exemple, on va pouvoir se dire, je crée une alerte sur le week-end en heure non ouvrée, et sur ces créneaux-là, si je dépasse une valeur de consommation, alors je peux envoyer un mail, par exemple, à l'exploitant, ou je peux faire une notification. Ça, ce point-là est important pour pouvoir automatiquement détecter les problèmes, mais aussi pas noyer, je dirais, l'exploitant dans un nombre important d'alertes. Donc ça c'est la partie alerte. Après, un autre point qui va être important, c'est qu'au niveau du bâtiment, vous avez beaucoup de parties prenantes. Donc, c'est important que chaque partie prenante puisse aussi accéder aux informations. Et donc ça, pour ça, dans la plateforme Citron, vous avez une option de partage de patrimoine qui permet d'aller partager une partie ou tout de plusieurs bâtiments d'un patrimoine sur un périmètre technique, une famille d'équipements, par exemple. Et donc, grâce à ça, on peut partager à l'exploitant, par exemple, un accès et donc, il peut, via ce biais-là, vérifier le fonctionnement, avoir les informations d'alerte. Et dernier point important, c'est les alertes, pouvoir les suivre dans le temps et également pouvoir faire le lien avec des interventions. Donc, ça, ce point-là, c'est aussi intégré dans la plateforme. Il y a possibilité de créer des interventions en cas de dysfonctionnement sur le bâtiment. Voilà pour une vision des différentes fonctionnalités. Donc, au niveau exigence logicielle, donc la plateforme Citron répond aux différents éléments, la création du patrimoine, le sous-comptage et puis les alertes. Et donc, là-dessus, vous avez vu une première vision. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aille plus en détail sur certains points. Alors, les questions. Je vais prendre la première question. Je crois que c'est la première. Dans le cadre du calcul du TRI, pouvons-nous ne pas piloter l'éclairage si celui-ci n'est pas rentable en termes d'économie et ajoute un coût conséquent? Donc, la réponse est oui. Il faut regarder pour les bâtiments existants. Je ne parle pas des bâtiments neufs. Le TRI se regarde système par système. Donc, on regarde, il y a un TRI d'ensemble, un TRI global et un TRI système par système. Si on fait des meilleures économies sur un système, ce n'est pas pour autant qu'on va cramer ce potentiel gain en regardant un système qui n'est pas pertinent. J'ai une question que je comprends un peu moins, donc je vais passer à la seconde. L'assujetti est le propriétaire des équipements pour l'installation. Donc, si plusieurs propriétaires sur un même immeuble avec chacun une puissance inférieure à 70 kW, mais s'il y a un total qui est supérieur, que dois-je faire? Alors, c'est vraiment le système qui détermine l'assujettissement. Et donc, s'il y a une mutualisation des choses en commun, alors chaque propriétaire, donc si c'est une copropriété, seront bien assujettis, même si chacun individuellement, sur chaque bâtiment, j'ai une inférieure à 70 kW, parce que j'ai un système qui dépasse ce seuil. Peut-être on avait d'autres questions avant. Dans le cas avec la chaudière de secours, si la chaudière de secours est exceptionnellement utilisée par grand froid, doit-elle être comptabilisée? Eh bien oui, malheureusement, ce n'est pas qu'un secours dans ce cas-là, c'est une cascade technique. Et dans ce cas-là, il faut bien sommer les deux puissances. Et même si elle sert qu'un petit peu, c'est un système qui est techniquement important, et donc on somme les deux. Quid du CPCU et de Kim-Espace? Quelle puissance à prendre en compte? C'est vrai que dans l'exemple, pour simplifier, on n'a pas regardé les échanges thermiques, mais l'échange thermique doit être aussi pris en compte. Et dans ce cas-là, on prend la puissance de l'échangeur. Et on somme, s'il y a plusieurs échangeurs, on somme ces deux puissances. La réglementation n'indique pas qu'il faut raccorder 100% des équipements, mais adresser des familles de métiers. Exemple, zone d'éclairage, ballon, etc. Est-ce qu'on confirme? Oui, tout à fait. Ce qu'il faut raccorder au système BACS, c'est vraiment 5 types d'équipements. C'est donc le chauffage et la climatisation, c'est la ventilation, c'est la production d'énergie, l'éclairage et le CS. Vous n'aurez par exemple pas à raccorder vos prises de courant. Qu'est-ce qu'un BACS light tel que vous l'avez évoqué? C'est moi. Donc, je vais prendre la réponse, la question.
Et donc, le backslide, c'est finalement, donc, on a la réglementation qui dit qu'il faut prendre tous les usages, voilà, tous les systèmes techniques sous couvert de TRI. Et plutôt, il faut regarder qu'est-ce que je peux faire avec cette enveloppe maximale. Et donc, de temps en temps, il y a certains, si je regarde sur la partie comptage, il y a certains usages que je ne vais pas pouvoir suivre. Je ne vais pas pouvoir descendre la granularité par usage. Parce que typiquement, suivre peut-être l'eau chaude sanitaire, ça sera trop coûteux pour un gain qui ne sera pas au rendez-vous. Dans ce cas-là, je ne le prends pas. Et puis en termes de régulation, il y a des petits maintenant GTB qui vont se concentrer, donc c'est des automates. Il n'y a pas toute la partie supervision, donc c'est appelé des GTB Lite. Donc on a juste un peu des ordres de programmation horaire, donc beaucoup plus légères qu'avec toutes les fonctionnalités. Et ça permet de répondre à certaines fonctionnalités, peut-être pas une GTB classe A, mais au moins une GTB classe C. Bonjour, lorsqu'un preneur à bail sur un immeuble multilocataire, lorsqu'on est preneur à bail sur un immeuble multilocataire, qui devra prendre en compte le coût de la GTB du plan de télécomptage sous comptage, du plan de comptage sous comptage, comme le décret tertiaire ou pas, qui effectue les arbitrages financiers? Alors, sur un immeuble qui est multilocataire, c'est le propriétaire qui va devoir se prendre en main le sujet et qui va devoir prendre en charge le coût de la GTB et du plan de comptage et sous-comptage. Attention, j'invite quand même les locataires à être très regardants, puisque de toutes les manières, le propriétaire, et a raison d'ailleurs, va le refacturer dans les charges de l'immeuble. Et donc, vous auriez intérêt à suivre ce sujet-là, puisque c'est vous, en tant que multi-occupant, enfin, c'est en tout cas les locataires, les différents locataires du bâtiment qui payent à la fin les factures énergétiques et qui sont aussi assujettis au décret tertiaire. Donc, globalement, ce qu'on observe sur le marché, c'est que les personnes en charge du décret tertiaire sont aussi en charge du décret max et que sur un cas multi-locataire, c'est en général soit le property manager, l'exploitant ou le propriétaire directement qui prend en charge la gestion du décret max. Et en fonction de la taille du locataire, il va être plus ou moins sensible au suivi de ces projets-là. Qui effectue les arbitrages financiers? Et ben, comme dans tout contrat, l'arbitrage financier est une des composantes de la négociation. Lorsque vous allez choisir les bureaux, la zone logistique ou autre, le bâtiment que vous allez occuper dans le cadre de votre activité, et ben, vous allez prendre en compte les travaux de conformité du bâtiment, de mise en conformité du bâtiment d'un côté, les pénalités, etc., et faire un arbitrage financier et décider de si vous êtes prêt du prix que vous êtes prêt à payer pour pouvoir, dans le cadre de ce bail. Donc, c'est vraiment une négociation à laquelle on peut d'ailleurs vous accompagner. Question suivante. C'est quoi une GTB full IP? Je pense que ça peut être, en fait, c'est quand on considère que les différents éléments de la GTB communiquent sur réseau IP. Après, ça c'est à voir en fonction de la marque modèle et de l'architecture GTB en place. Je D'accord. pense que c'est pas pour le ready to service. Je ne sais pas si le client a ça en tête. Effectivement, ça va avoir une base IP en dessous, quoi, je pense. Bon, du coup, je comprends que c'est un élément qu'on n'a pas indiqué. A priori, c'est un type de GTB qui communique avec un protocole de communication filaire. Il est relié sur le réseau IP. On peut dire Oui, comme ça. c'est ça. Allez. Ensuite, une question un peu longue, je vais essayer de la lire sans faire de faute. Une question sur le périmètre de l'application du décret Bax. Je prends un cas d'exemple. J'ai une partie entrepôt et une partie bureau dans mon bâtiment. Des aérothermes à gaz assurent le chauffage de ma partie entrepôt. Dans la partie bureau, j'ai la présence de deux types de terminaux, des cassettes 4 voies pour l'open space et des radiateurs au niveau du hall. La GTB que je prévois d'installer pilotera notamment les aérothermes, les cassettes et pas les radiateurs électriques côté hall. Suis-je conforme au décret Max? Alors, la réponse, elle va être, je pense qu'on peut avoir plusieurs interprétations de la réponse, mais globalement, vous êtes assujetti, vous avez l'obligation de pilotage sur l'intégralité des équipements de pilotage. Par contre, c'est peut-être le TRI qui va vous permettre de choisir les équipements sur lesquels vous allez que vous allez installer, que vous allez piloter. Donc typiquement, si le TRI est effectivement intéressant que sur vos aérothermes, eh ben, déployez-le que sur les aérothermes. Par contre, s'il est inférieur à 10 ans en le déployant sur l'intégralité des équipements, ce qui est probablement le cas parce que typiquement les radiateurs, ça peut se couper par la puissance. Enfin, si vous êtes sur des convecteurs électriques, une simple horloge pourrait suffire pour pouvoir cocher la case du fait que vous faites du pilotage de cet équipement-là. Donc, il faudra regarder le TRI global. Ça serait ça ma réponse. Oui, je confirme, effectivement, il faut regarder, au moment, il faut regarder finalement, si vos radiateurs du hall ont un impact énergétique
pas significatif, vous n'êtes pas obligé de le reprendre et pour autant, vous serez conforme à la réglementation. Néanmoins, pour ce cas très présent, on peut faire quelque chose d'assez simple pour les piloter et c'est souvent source de dérive, ces convecteurs. Donc, il faut vraiment regarder si ce n'est pas pertinent de le reprendre. Donc, c'est un cas très typique. Et en fait, la bonne pratique de manière générale, c'est d'effectuer un plan de comptage et de pilotage sur le bâtiment en amont de vos travaux GTB, justement pour pouvoir objectiver l'impact du déploiement de ce type de système, vraiment usage par usage, en prenant en compte les C2E, etc. Voilà. Une question complémentaire. Bonjour, à l'occasion du remplacement de la GTB, celle-ci peut-elle répondre aux obligations BACS sans déployer un système parallèle? Alors, ça serait honnêtement très rare. Le positionnement de Citron là-dessus, c'est de dire que la diversité des équipements au sein même d'un bâtiment est telle que si on veut avoir un système performant, il y a probablement plusieurs systèmes BACS, enfin plusieurs systèmes de différentes marques à déployer dans un bâtiment. Et dans ce cas-là, ça nécessite d'avoir un système de management de l'énergie distinct pour pouvoir collecter et interopérable pour pouvoir collecter les données de tous ces systèmes-là. Si jamais vous n'avez qu'un seul bâtiment avec qu'un seul type d'équipement et que vous pouvez déployer qu'un seul type de GTB, et si cette GTB vous permet d'avoir un accès en ligne aux fonctionnalités nécessaires dans le cadre du décret BACS, la structure de la base patrimoniale, le sous-comptage par zone et par usage, la détection de gaspillage énergétique, l'envoi d'alertes à vos exploitants, etc. Dans ce cas-là, oui, ça pourrait fonctionner. Je pense que à titre personnel, je pense que ça ne fonctionnera pas en 99% des cas. Une GTB de classe C répond-elle au décret BACS? Alors, en fait, c'est un abus de langage de parler d'une GTB de classe C. Quand on parle de classe A, B, C, D, en fait, on parle de classe d'un système BACS. C'est la norme NEF 5220, si je ne dis pas de bêtises, qui définit ces classes de système BACS. Et une GTB, c'est un des systèmes qui va permettre de composer un BACS. Mais un BACS peut être aussi composé de systèmes de sous-comptage, de systèmes de pilotage qui sont autres qu'une GTB. Ça pourrait être, on a parlé d'horloge tout à l'heure, ça peut être au sein même de l'automate d'un système, etc., etc. Donc, il faut parler de classe pour un système BACS et à différencier aussi de la réglementation décret BACS qui, lui, impose d'avoir un système BACS de classe C et un SME, enfin, en tout cas, et des fonctionnalités sur un logiciel interopérable. Les gars, vous me coupez si je dis n'importe quoi, c'est vous les experts. Hein. Je vais répondre à toutes les Il faut questions. vraiment effectivement rajouter un système de management de l'énergie. Si vous n'avez qu'une GTV, vous n'avez pas de système de management de l'énergie, ce n'est pas suffisant. On continue avec les questions-réponses. Bonjour, j'ai été dérangé plusieurs fois durant votre présentation, donc je ne sais pas si vous avez abordé le sujet. Quel est le coût de votre logiciel de pilotage BACS? Alors, on n'a pas abordé ce sujet-là parce que le coût peut être très varié en fonction des différents cas de figure. Donc, vous avez à l'écran des coordonnées pour nous prendre un contact. Je vous invite à envoyer un mail à contact@citron.io. On étudiera votre projet et on vous répondra par rapport à votre projet. Et une petite précision, notre logiciel n'est pas un logiciel de pilotage, c'est un système de management de l'énergie qui va récupérer les données issues des équipements de pilotage pour pouvoir répondre aux obligations logicielles du décret BACS, en parallèle des obligations hardware, hein, des obligations d'instrumentation qui, eux, vont jouer le rôle de pilote, enfin de piloter les équipements. On me pose la question sur les pénalités. C'est un sujet qui est assez important. On parle de sanctions, de pénalités, etc. Le ministère n'a pas appliqué plus de pénalités dans le cadre du décret BACS qu'il n'y en avait dans le cadre du décret tertiaire. Je m'explique. Le décret BACS est une obligation, et en fait dans la continuité du décret tertiaire, et vous ne pourrez pas répondre au décret tertiaire si vous ne répondez pas au décret BACS. Ils ont donc considéré que les pénalités du décret tertiaire étaient les mêmes pour le décret BACS, c'est-à-dire 7 500 € d'amende en cas de contrôle si on n'est pas équipé, enfin, si on ne répond pas aux obligations. Le name and shame, donc la dénonciation publique des personnes qui ne répondent pas à leurs obligations réglementaires sur un site internet dédié et officiel. Et le troisième, c'est la notation éco-énergie tertiaire. J'ajoute à ça, à travers la notation éco-énergie tertiaire, quelque chose qui est très important pour les propriétaires de bâtiments qui ont du mouvement sur leur parc, qui sont amenés à vendre ou à acheter des bâtiments. On travaille avec beaucoup de foncières et les foncières
ont un sujet particulier, c'est qu'au moment où elles vendent un bâtiment, elles font des due diligence sur les différentes conformités réglementaires. Et typiquement, on ne peut pas, au même titre qu'on demande je sais pas moi, un justificatif sur l'amiante, sur le plomb ou sur les zones inondables dans le cadre de l'achat d'un bâtiment, un DPE aussi pour être plus proche de notre secteur d'activité, eh ben, on doit intégrer maintenant ces notions de conformité par rapport au décret Bax, ce qui vient du coup potentiellement, ce qui pourrait du coup faire, dans le pire des cas, capoter une opération de vente ou d'achat d'un bien immobilier, dans le meilleur des cas, impacter significativement son prix. Alors, on est alerté, c'est pas une question, par Philippe Reynaud sur le full IP. Alors, du coup, comme nous, on ne s'est pas exprimé dessus, je me permets simplement de lire ce qu'il indique. Attention, le full IP est un mythe imposé par des fournisseurs pour du R2S, alors que c'est coûteux et que cela n'est pas une exigence et que ça n'a rien à voir avec le décret Bax. Et ben, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas trop su vous répondre tout à l'heure. Effectivement, si ça n'a aucun rapport, ça explique le fait qu'on ait du mal à répondre. Il y a quelques précisions complémentaires. Le R2S dit que toutes les architectures, tous les bus, tous les protocoles sont R2S, KNX, BACnet, Modbus, etc. Du moment que la GTB au-dessus permet des services en API. Le BAX est indépendant des protocoles. Vous avez tout à fait raison sur ce dernier point. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions, à moins qu'il y en ait d'autres qui nous arrivent dans les 8 prochaines secondes. On va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir d'échanger sur ces sujets qui sont de plus en plus techniques et sur lesquels on s'efforce simplement, avec beaucoup d'humilité, essayer de simplifier ces réglementations pour les rendre accessibles au plus grand nombre, à commencer par nous. On commence à avoir aussi des débats en interne pour interpréter ces réglementations. Merci beaucoup à tous. Et oui, vous allez recevoir l'enregistrement. Aubéry se charge de vous envoyer tout ça. Merci à tous. beaucoup. Au revoir, à Au bientôt. revoir.